Les arbres de cette jungle étouffante ne sont d'aucune aide pour me rafraîchir. Ils goûtent de toute cette humidité suffocante et maintiennent la brume épaisse sous leur frondaison telle une serre. On les appelle les bombardiers parce que des fruits ronds et gros comme 2 poings poussent à leur cime, puis ont tendance à tomber sans prévenir. Ils éclatent comme une bombe quand ils se fracassent sur le sol spongieux. Bon bah écoutez, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je viens de me rendre compte qu'après avoir enregistré toute mon intro, je me suis trompée de micro et que j'ai mis celui de l'ordinateur, donc avec une qualité absolument exécrable. Donc je recommence cette intro pour la 2e fois, et vraiment je vous jure c'est pas la première fois que ça m'arrive arrivé une fois d'enregistrer un épisode entier et de me rendre compte à la fin que j'avais tout enregistré avec le son de l'ordinateur. Bref, maintenant vous devriez avoir un son correct et agréable pour les oreilles. Donc je suis super contente de faire cet épisode de podcast puisqu'il change vraiment de ce que je fais d'habitude. C'est pas du tout un épisode qui est préparé, j'ai rien écrit, ce qui change vraiment pour moi, surtout. Puisque j'avoue que c'est un petit peu stressant de savoir si je vais réussir à vous expliquer tout ce dont j'ai envie de vous parler de manière fluide. Puisque c'est un reading vlog ou vlog de lecture, donc c'est pas vraiment un format qui se prêtait à la préparation, mais c'est bien aussi, ça me change. Donc vous allez me suivre en fait pendant ma lecture de 2 tomes d'une série, donc en fait une duologie, et je vais essayer de vous donner comme ça mon avis au fur et à mesure, de faire des petits points au fur et à mesure des chapitres, voir ce que j'en pense, voir si ça vous donne envie aussi. Et ce sont des livres que j'avais envie de lire depuis vraiment un moment, puisque la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a, je sais pas, peut-être, enfin plusieurs mois c'est sûr, peut-être un an ou plus, sur la chaîne de Kimi Collection, que je suis pas mal, et depuis pas mal de temps aussi, sur Instagram et YouTube. Et alors je sais qu'elle ne les a pas lus, mais qu'on lui a recommandé fortement, et qu'elle en parle visiblement comme d'une sorte de avatar littéraire, avec en plus, donc c'est une fantaisie jeunesse. Alors moi, il m'en a pas fallu plus. J'ai clairement directement ajouté dans ma pile à lire Babelio, et maintenant je vais pouvoir les commencer. Et j'ai trop hâte, ça me donne trop envie. Quand je lis les mots-clés qui sont associés, puisque oui, j'ai pas du tout lu le résumé comme d'habitude, c'est quelque chose que je fais très peu. En général, j'essaye juste de choper quelques mots-clés par-ci par-là, voir si ça va me convenir, et puis je me lance. Et c'est comme ça que j'ai découvert des pépites. Et surtout que je ne me suis pas fait spoiler de livres parce que je trouve qu'il y a des résumés qui sont hyper spoilants. Donc moi je vais essayer de vous en parler pour vous donner envie, mais sans vous dévoiler trop l'intrigue non plus. C'est pas l'idée. Et donc, je ne sais même plus si j'ai dit le nom du roman. C'est donc Tiziri en 2 tomes. C'est une saga qui a été écrite par Alexiane de Lys et qu'on peut retrouver aux éditions Plume Blanche et aussi en format poche depuis peu chez Le Livre de Poche. J'espère vraiment que ce format va vous plaire, c'est quelque chose que j'avais très envie de tester. J'aime bien regarder des reading vlogs, même si je me suis rendu compte quand même, comme la plupart des vidéos YouTube, que je ne les regarde pas vraiment, qu'en général je les écoute plutôt. Et c'est pour ça que je me suis dit ça pouvait peut-être bien coller en podcast. De toute façon, ça se trouve cet épisode ne verra jamais le jour, étant donné que je le tourne comme ça un petit peu à la dérobée en même temps d'avancer ma lecture, mais que en réalité je n'ai aucune idée de ce que ça va bien pouvoir rendre. Donc on verra bien, en tout cas je me dis que ça peut être sympa, et j'espère aussi que mon assurance grandira au fur et à mesure du temps de lecture, et que je m'habituerai à vous parler comme ça de livres sans avoir préparé mon épisode à l'avance. Et j'espère surtout que ce que je vais pouvoir vous dire sera fluide et pertinent, ça serait pas mal. Écoutez, là je me suis préparé des petites tartines, un petit thé, donc mon petit déj est prêt, je vais aller bouquiner en profitant de tout ça, et puis on se retrouve dans quelques chapitres. Alors on se retrouve peu de temps après, j'ai lu donc le prologue et 2 chapitres, et pour le moment j'aime énormément ma lecture. Et alors je comprends totalement pourquoi ça peut faire penser à Avatar, puisqu'on se retrouve avec une jeune héroïne, alors dont je ne sais pas encore le nom d'ailleurs, il ne me semble pas qu'il ait été dit, qui évolue visiblement dans un monde qui fait suite au nôtre. Je ne sais pas trop à quelle échelle temporelle on se trouve, mais en tout cas je dirais que une grande partie de l'humanité et aussi de la faune, de la flore a largement évolué, puisqu'on se retrouve avec des animaux un petit peu hybrides, un petit peu étranges.
ce qui laisse sous-entendre que les espèces qui existent à notre époque ont plus ou moins disparu. Il y a une sorte de société qui vivrait dans un dôme un petit peu protégé à l'abri de la forêt, ou en tout cas dans une partie de la forêt qui est protégée. Et la jeune fille en question est une faucheuse, elle est donc amenée à aller chasser en dehors de cette zone, et parfois, malgré les consignes, disons, malgré les règles de leur société, à même dépasser les frontières qui sont fixées pour la chasse. Il y aurait visiblement des ennemis, une sorte de peuple ennemi, je ne sais pas trop si ce sont des humains, des animaux pour le moment, on n'en entend pas beaucoup parler. Et ils ont visiblement un lien très fort avec la nature environnante, avec donc la forêt, la jungle. Et alors c'est un petit peu là que les choses se rejoignent avec Avatar, c'est que la nature semble douée de... Je sais pas si c'est de conscience, en tout cas, elle a visiblement donc un lien assez profond avec des êtres. En l'occurrence, ici, elle est assez hostile envers le peuple de la jeune fille qu'on suit. Puisqu'à tout moment, elle peut se faire bombarder par un arbre, elle peut se faire attraper par des lianes, donc il y a toute ce lien et cette hostilité de la nature qui est pas seulement, disons, enfin, je vais pas dire que nous, la nature, elle est passive, c'est pas ça l'idée. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment une sorte de relation oh, je sais pas trop comment dire, mais... Enfin, vous avez compris, quelque chose de plus frontal, disons, entre l'homme et la nature. En tout cas, il y a une sorte d'adversité qui peut se créer, et donc, en l'occurrence, ici, le peuple que l'on suit n'est pas vraiment apprécié par la nature environnante, en tout cas hors du dôme. Ça me donne très envie de continuer. Pour le moment, j'en sais pas plus. Ça, les choses se mettent en place, puisque je n'ai lu que 3 petites parties. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous reprendrai dans pas mal de chapitres. Je pense que ça sert à rien de faire des points tous les chapitres non plus, à moins d'avoir vraiment un élément de l'histoire que j'ai envie de faire ressortir ou quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Je pense qu'on se reverra plutôt, je sais pas trop, vers la moitié du récit, peut-être pour faire un point. Alors nous sommes 3 jours plus tard. J'ai assez peu avancé dans ma lecture ce week-end puisqu'on est lundi. Et ce week-end j'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai dû lire peut-être 1 ou 2 chapitres chaque jour, donc ça m'a pas vraiment permis d'avancer beaucoup. La dernière fois que je vous prenais, j'en étais à peu près, je dirais, à 5-6% de ma lecture. Là maintenant j'arrive au tiers. Et je suis passée par plusieurs phases par rapport à mon appréciation sur la lecture. Disons que jusqu'au peut-être à 20%, j'étais moins emballée parce que, bon, déjà la narration est faite à la première personne du singulier. C'est pas le type de narration que je préfère et du coup, quand je m'en suis vraiment rendu compte, ça m'a un peu sorti, enfin ça m'a un petit peu dérangé au début. Maintenant, je m'y suis totalement faite, donc c'est reparti. Et je sais pas, le fait de pas être à fond dans ma lecture, mais ça c'est ma faute, c'est juste parce que j'ai été pas mal occupée, ça fait surtout que j'étais peut-être un petit peu plus réceptive à des toutes petites choses qui pouvaient me déranger, et notamment quelques petits mots par-ci par-là qui me sortaient un petit peu de ma lecture, parce qu'ils me rappelaient trop notre propre contexte. Et ça c'est toujours un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Dès qu'on se retrouve dans un récit d'une autre époque, donc que l'époque en question soit avant ou après la nôtre, peu importe, j'avais noté flippant, et bah c'est bête, mais en fait, en dystopie typiquement, ou en tout cas dans un monde après, évidemment qu'il y a encore peut-être le mot flippant et plein d'autres expressions comme ça, mais je sais pas, dès que c'est pas dans notre époque, j'ai du mal avec ça. Et c'est comme si, même dans le futur, pour moi, on devait revenir à une sorte de forme, disons, moins familière de parler. Mais c'est juste moi et mon appréciation de la langue, hein. Il y a aussi, ouais, à un moment, il y a eu je suis pas fan. Ça, c'est pareil, c'est le genre d'expression, je me dis pas qu'on pourra dire encore ça dans quelques centaines d'années. Après, enfin, c'est peut-être complètement débile et peut-être qu'on dira totalement encore ça. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment moi qui a un problème avec les petits mots comme ça qui sont trop contextuels, enfin, qui sont trop dans notre contexte actuel. Je sais pas si c'est très clair, hein. J'ai pas l'impression que c'est très clair quand j'en parle comme ça, mais bon, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Sinon, donc à part ça, là je me suis vraiment bien remis dedans et du coup ça me dérange plus du tout. En fait, au contraire, j'ai associé tous ces petits mots à la protagoniste principale et du coup ça me dérange plus du tout qu'ils soient inclus au récit. Enfin, disons que ça va avec la narration et puis c'est comme ça. Et donc là, depuis les 20%, je dirais, je reprends vraiment plaisir à lire. Et puis c'est surtout que le début était quand même assez introductif, ce qui est normal, même s'il se passe plein de trucs, hein. Mais là, on commence à vraiment entrer dans le vif du sujet.
Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps pour un résumé. Donc, on suit Blanche, qui est une jeune fille qui vit dans un dôme, en fait. Donc, sur la Terre, visiblement, il y a eu une invasion d'un peuple qui s'appelle les Écomères. Je ne sais pas trop la temporalité, si c'était très longtemps avant. Je pense que c'est pas si longtemps avant, puisque visiblement, les personnes qui ont érigé le dôme sont encore dans le village et vivantes. Et donc ces personnes forment les 10 anciens. Ce sont les anciens donc, qui ont créé un petit peu leur société, leur micro-société, dans laquelle les rôles sont répartis. Et Blanche est donc une faucheuse, c'est-à-dire qu'avec un groupe d'autres faucheurs, elle est amenée à sortir du dôme et même du cratère du volcan dans lequel ils se sont réfugiés pour aller chasser dans la forêt. Et donc les chasses sont réglementées, il y a un périmètre à pas dépasser, mais Blanche qui est même pas curieuse au début, en fait, c'est plus par nécessité de nourrir sa famille et de nourrir son peuple, qu'elle va petit à petit s'aventurer en dehors de cette zone et découvrir des choses assez étranges qui sont un peu contradictoires avec ce qu'on lui a appris. Et c'est la raison pour laquelle elle s'aventure toujours plus loin dans cette forêt hostile qui semble comme douée de conscience, en tout cas qui est très agressive envers les humains. Donc les lianes l'attrapent, il y a des arbres qui bombardent leurs fruits sur elle. Donc vraiment quelque chose comme si la nature cherchait à se défendre des humains. Donc au final, Blanche déteste cette nature, elle déteste cet environnement qui entoure le volcan, et elle a pourtant ce profond respect des créatures qui y vivent. Voilà, si elle déteste la nature environnante, c'est tout simplement parce qu'elle est extrêmement hostile envers elle. Et donc, presque malgré elle, Blanche va comme ça découvrir des choses qui vont attiser sa curiosité, qui vont la pousser à questionner, à faire des recherches, et surtout qui va l'amener à remettre en question tout ce qu'on lui a inculqué. Mais elle doit être très prudente, car chaque pas qui l'éloigne un petit peu plus de dôme qui la protège risquerait de la rapprocher des écomères, qui semblent pouvoir modifier génétiquement les espèces, les animaux, les végétaux, et qui surtout cherchent à les tuer à chaque chasse des humains. Donc là, il se passe plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont amenés. Pour le moment, on n'a encore aucune réponse, mais là, je trouve que ça commence vraiment à devenir hyper intéressant. Et j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner la dimension environnementale, parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir, dès le départ, une héroïne qui déteste la nature. Alors c'est totalement normal, parce que dans son cas, elle est amenée à y aller quand même régulièrement, et elle se fait bombarder par des arbres, agrippée par des lianes, enfin bon, c'est pas hyper cool non plus d'être faucheuse. Et donc pour elle, la nature, c'est juste hostile, agressif, et enfin elle l'aime pas, elle l'aime foncièrement pas du tout. Et du coup, je me demande si on va aller vers une héroïne qui va petit à petit apprendre à l'aimer, ou est-ce que c'est la nature qui va rechanger pour être moins hostile. Enfin, je sais pas du tout vers quoi on va là-dessus. Et du coup, je me demande la dimension environnementale, ce qu'elle va devenir avec tout ça. En tout cas, c'est trop intéressant. Je pense que ça va amener plein de questionnements, plein de pistes de réflexion aussi autour de tout ça. Je vais continuer et puis on se retrouve plus tard. Hello, alors on se retrouve, j'ai fini ma lecture. En fait, j'étais trop prise dedans après la dernière fois où je vous ai pris. Et du coup, j'ai pas pu arrêter pour m'enregistrer. J'avais pas trop envie, enfin j'étais juste à fond dedans, en fait c'est trop bien. J'aime beaucoup l'héroïne, donc Blanche qui en fait, pas Blanche d'ailleurs, c'est Tiziri. Je trouve qu'elle change vraiment des personnages féminins qu'on a l'habitude de voir. Alors, bien sûr ça dépend dans quel roman, mais c'est vrai que ces derniers temps je trouve qu'on voit beaucoup les héroïnes badass, mais qui en sont même plus vraiment bienveillantes, qui sont parfois même hyper sèches ou méchantes, ou... Enfin, je sais pas, je me méfie toujours des héroïnes badass, parce que c'est vrai qu'on va très vite vers un truc assez égoïste, et j'aime pas trop ça, en fait. Surtout que je trouve qu'on peut pas... Enfin, moi, j'ai jamais pu m'identifier à ce genre d'héroïnes, parce qu'en général, on a l'impression qu'elles doutent pas, on a l'impression qu'elles sont hyper impulsives. Ça, c'est un truc aussi. Ça arrive, bien sûr, qu'il y ait des gens impulsifs, mais en général, c'est vrai qu'en littérature, notamment young adult ou surtout peut-être fantasy et tout, dystopie, tout ça,
C'est vrai qu'on voit souvent des héroïnes assez impulsives et qui font des trucs avec un coup de tête. Là, je trouve ça hyper agréable. On est sur une héroïne qui est perspicace, qui réfléchit, elle est prudente, elle se pose des questions, elle essaie pas d'interpréter les choses de travers, parce que ça pareil, hein, c'est un truc que je déteste, c'est les quiproquos à profusion là. Là au moins, enfin, elle avance, on sent son cheminement intérieur, on sent la façon dont elle se pose des questions et dont elle réfléchit, mais ouais, c'est ça, elle est perspicace, elle fait des liens entre les choses, et ça, mais merci, ça, je trouve que ça change vraiment, et c'est trop agréable. Aussi, une autre chose que j'apprécie vraiment, c'est les petites incursions d'éléments sans aller vers le scientifique, mais de petites choses qui sont en fait la réalité de ce qui se passe dans la nature. Voilà, on va parler un petit peu de cyanobactéries, de relations symbiotiques. Et ça, je trouve ça trop cool parce que c'est pas du tout indigeste, il y en a vraiment pas tant que ça. C'est expliqué d'une manière simple, mais je trouve ça hyper intéressant du coup d'aborder ces notions-là via le prisme de la fiction. J'aime trop quand il y a des écrits qui font ça. Donc non, franchement, hyper contente de ma lecture. Là, j'ai fini le tome 1 et je suis très contente que le tome 2 soit déjà sorti parce que ça y est, je l'ai déjà pris. Trop, trop hâte de le commencer. Et ouais, voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, ma lecture, mais franchement, pour le moment, je suis séduite. Voilà, il y a plein de choses, des histoires, des trahisons, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent. Les paysages, enfin, j'aime trop comment c'est décrit aussi, c'est vraiment chouette. Et au final, je trouve que la narration à la première personne apporte quelque chose. Donc là où au début j'étais pas tellement convaincue, en fait je trouve que vu que justement l'héroïne elle est réfléchie, prudente et tout, je trouve ça intéressant de suivre comme ça sa réflexion en interne parce que elle est intéressante comme héroïne. Donc voilà pour ce tome-là, je vous reprendrai peut-être courant du tome 2 et puis on fera un petit point à ce moment-là. Hello, je fais une petite incrustation dans le montage pour vous dire que j'ai un concours sur Instagram pour gagner le format poche du tome 1 de Tiziri. Les dates seront annoncées sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, mais ça sera grosso modo autour de la sortie de cet épisode. Bon, eh bien, je dois vous avouer que je devais vous reprendre au courant du tome 2. Et bah, je l'ai juste lu en une journée. Je me suis vraiment laissée totalement embarquer dedans. Et je pouvais pas le lâcher en fait. Donc ça aurait pas eu trop de sens au final de vous faire un avis au milieu. Enfin, j'étais trop prise dedans en fait. J'avais trop envie de savoir ce qu'allait se passer. J'étais vraiment juste trop dans ma lecture. Donc j'avoue que j'ai même pas trop voulu prendre le micro au final. Mais je suis ravie de vous retrouver à la fin donc de cette lecture qui a été absolument fantastique. Franchement j'ai adoré, je pense que vous l'avez senti déjà dans ma lecture du tome 1. Et bah le tome 2 n'a pas non plus été une déception, hein. J'ai vraiment adoré. Franchement l'histoire elle était hyper bien construite, j'ai adoré les retournements de situation. Enfin bref, franchement, je vous le conseille fois 1000. Alors pour reciter des petites choses quand même qui, moi, m'ont un petit peu interpellée dans le récit. Donc voilà, il y a eu des petites choses en termes de narration, comme je vous le disais plus tôt, des tournures de phrases que j'aime pas forcément retrouver en littérature. J'aurais aussi aimé qu'on aille un peu plus dans le détail des coutumes des écomères. Par exemple, il y a certains éléments qui vont tendre à montrer qu'ils ne sont pas du tout comme les humains, qu'il y a de grosses différences culturelles, et en même temps, ils vont avoir les mêmes expressions françaises. J'aurais aimé en fait qu'on sente un peu plus une différence au niveau du langage, malgré la langue commune, puisqu'à part dans leur rapport à la nature, je les ai finalement trouvés très proches de nous. J'ai peut-être trouvé aussi parfois un côté un peu manichéen. Pourtant, on sent bien que c'est pas les faire chercher et les personnages le sont pas du tout, mais c'est plutôt vis-à-vis de la nature, des créatures, et donc voilà, la nature avec des réactions très humaines et parfois assez manichéennes. Et alors par rapport au message autour de l'écologie, j'avoue que le message globalement il passe hyper bien. Mais il y a une petite chose vers la fin qui m'a un petit peu dérangée, c'est le fait qu'on parle d'une forêt sans âme lorsqu'on parle d'une forêt normale. Alors c'est sûr qu'en comparaison de la forêt consciente qu'on nous décrit dans la biologie, une forêt normale va paraître moins vivante, mais pourtant elle l'est. Et je trouve que ça casse un peu le message autour de l'environnement et du rapport qu'on peut avoir avec la nature, puisque pour moi on n'a pas nécessairement besoin de se retrouver dans une forêt fantasy consciente pour qu'on la sente vivante. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé la notion de trouver une forêt normale sans âme. Alors je comprends
du point de vue du personnage, puisque, enfin bref, faut lire le livre pour comprendre, mais je comprends qu'elle puisse avoir ce sentiment, mais du coup, je trouve que le fait de le dire, ça, c'est dommage. Maintenant, c'est sûr que j'ai peut-être un prisme un peu déformant, étant donné que c'est vraiment la dimension écologiste que j'attendais le plus, et c'est peut-être pas non plus le message initial du roman, qui aborde aussi plein d'autres thèmes essentiels, et les aborde d'ailleurs à la perfection, notamment la notion de différence, d'acceptation, l'habitat aussi, la colonialisation, enfin franchement, beaucoup de thèmes qui sont abordés avec beaucoup de justesse, et j'ai vraiment apprécié, notamment notre héroïne, vous verrez, mais franchement, son personnage est hyper bien construit. Ça arrive assez régulièrement que dans une série fantasy comme ça, j'adore l'univers, j'adore l'histoire, mais que parfois la protagoniste principale me dérange un peu avec parfois un peu son côté un peu égoïste ou autre. Elle, enfin franchement, elle est hyper bien construite. Comme je vous le disais plus tôt, elle est hyper intelligente. C'est pas qu'elle va droit au but, mais en fait, elle essaye pas d'interpréter les choses à sa façon. Elle est assez objective en fait. Je trouve ça hyper agréable. Et le message qu'elle porte autour de la différence est hyper intéressant. Je pense qu'on peut parler d'un coup de cœur. Franchement, j'avais même pas envie de dormir le soir, j'avais juste envie de rester dedans. Je l'ai lu, d'une traite, le tome 2. Et je vous avoue que par contre, j'ai été très très déçue. C'est que il y a un spin-off. Et je me suis dit, tiens, je vais me le prendre du coup. Je regarde, en fait, il sort qu'en juin. Et là, on est en janvier. C'est pas possible. Donc là, je suis à la fois très très triste et impatiente, et en même temps je me dis ça va être tellement bien de replonger dedans en juin, j'ai trop hâte. Donc ça va être un spin-off sur un des personnages, et waouh, j'ai trop envie de le lire. En tout cas, pour ce qui est du récit, de comment on avance, franchement plein de surprises, des choses vraiment inattendues, il n'y a aucune longueur, il n'y a aucun moment où je me suis dit bon, c'est un peu long. Aucun moment où je me suis dit j'en suis où dans le livre parce que là, bon, faut que ça avance. Non, vraiment, à aucun moment je me suis demandé ça. Il y a du rythme, mais en même temps, rien n'est précipité. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce que il y a, pareil, aucun moment où je me suis dit que ça allait trop vite ou autre. Non, vraiment, juste du rythme comme il faut. Ça, c'était parfait. Et puis, je me sentais juste trop bien dans cet univers. Je voudrais y vivre, vraiment, je voudrais y vivre. Ça me donne trop envie. Et c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de lire le spin-off pour y retourner. Bon voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Enfin je dis déjà, mais je pense qu'il va durer un petit moment quand même. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, vous savez où me retrouver, donc sur Instagram @la 6ème page, sur Babelio pour voir toutes mes lectures, ou par mail 6ème-page@gmail.com. Si vous avez envie de partager quelque chose avec moi, tout est listé dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.